Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me présente, Dr Ouslim, maître assistant en ORL. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours des épistaxis. Pour commencer ce cours, on va faire un petit plan pour débuter par des définitions, une définition et des généralités, un rappel anatomique, un diagnostic positif associé avec des diagnostics de gravité, un diagnostic différentiel, plusieurs diagnostics différentiels bien sûr, des étiologies et la prise en charge thérapeutique et le traitement à faire. Comme définition, l'épistaxis est une extériorisation sanguine par les narines ou par le nasopharynx. Elle peut prendre son origine dans la cavité nasale, ça veut dire de la fosse nasale, au niveau des sinus, ou bien au niveau du rhinopharynx. D'où la variété d'épistaxis. Des fois, on dit qu'elle débute dans un endroit ou dans un autre, et son expression clinique. C'est une urgence qui est fréquente en ORL, qui peut arriver à tout le monde et qui peut apeurer les gens ou bien leur faire, on va dire, paniquer. D'où l'intérêt de pouvoir savoir réagir devant cette urgence et de pouvoir la juguler. Alors, on va voir un petit rappel anatomique. Ici, les schémas vous montrent la vascularisation des fosses nasales. Ici, c'est la face interne des fosses nasales qui est représentée par la cloison nasale. C'est une cloison qui est constituée d'un cartilage, le septum nasal, qui est une partie cartilagineuse et une partie osseuse. Et la face externe des fosses nasales qui est représentée par les cornées. En dessous des cornées, on retrouve les méas qui communiquent. Par exemple, le méa moyen qui communique avec les sinus antérieurs de la face et le méa inférieur avec le canal lacrymal. Par rapport à la vascularisation, au niveau de la face interne, comme vous voyez ici, les branches supérieures, ce sont des branches de la carotide interne, qui s'appellent l'artère ethmoïdale antérieure et l'artère ethmoïdale postérieure, qui sont identiques au niveau de la face interne et de la face externe. Et c'est les seules branches de la carotide interne qui proviennent de l'artère ophtalmique. Ensuite, on a des branches de la carotide externe. Comme vous voyez ici, c'est une branche qui provient de l'artère sphénopalatine. Comme vous voyez ici, c'est ici où naît l'artère sphénopalatine qui provient d'une terminaison de la carotide externe qui s'appelle l'artère maxillaire interne. Cette branche donne plusieurs ramifications, dont celle que vous voyez ici au niveau de la face interne, qui s'appelle l'artère nasopalatine. Aussi, une des branches de l'artère carotide externe, c'est l'artère de la sous-cloison, qui provient de l'artère labiale, qui provient elle-même de l'artère faciale. Cette dernière est une branche de la carotide externe. Ces derniers vont se réunir dans un point unique, qui s'appelle la tache vasculaire ou bien la tache de Kisselbach. Au niveau de la face externe, l'artère sphénopalatine va se diviser en trois branches. Elle va donner, comme vous voyez ici, l'artère du cornet moyen. C'est celle qui va vasculariser le cornet moyen, l'artère du cornet inférieur et l'artère palatine ascendante. En résumé, il y a deux types de vascularisation. Celle qui provient de la carotide externe qui est majoritaire, celle qui provient de la carotide interne et qui sont deux, l'artère ethmoïdale antérieure et l'artère ethmoïdale postérieure. Au niveau de la face interne, au niveau de la cloison nasale, ils se réunissent dans un seul point qui s'appelle la tache vasculaire ou bien la zone de Kisselbach. En gros, c'est ça. Alors, pour le diagnostic positif, devant une épistaxis, des problèmes de 4 ordres se posent. Déjà, reconnaître une épistaxis. Dites-vous bien que une hémorragie digestive avec
Un vomissement qui est, qui peut être abondant peut donner l'aspect d'épistaxis avec une provenance de sang au niveau du nez. D'où l'intérêt de voir et de faire la différence. De préciser l'abondance et le retentissement. Une épistaxis de petite abondance, quelques gouttes de sang, ne sont pas aussi importants et n'auront pas jamais le retentissement d'un écoulement de grande abondance avec par exemple un seau rempli de sang ou bien énormément de serviettes ou énormément de compresses. Il faut rechercher l'étiologie. Bien sûr, il faut avant tout essayer d'arrêter le saignement, mais pour autant, si on ne sait pas l'étiologie de ce saignement, si on ne connaît pas l'origine de ce saignement, ça sera difficile pour nous de l'arrêter, même avec tous les moyens qu'on a. Et bien sûr, assurer l'hémostase et qu'on puisse ne plus avoir ce problème pour ce patient. Alors, on va commencer par l'interrogatoire. L'interrogatoire doit être très rapide et précis. Il ne doit pas retarder la prise en charge. Le médecin doit rechercher précisément l'âge et le sexe. Les pathologies diffèrent en fonction de l'âge et le sexe. Chez un adolescent, on peut avoir des pathologies qui sont spécifiques pour lui, et chez une personne âgée, d'autres pathologies. Les circonstances d'apparition. Des fois, il y a une apparition brutale. Des fois, il y a une apparition progressive. Par exemple, dans le cas des tumeurs des fosses nasales, on peut avoir une apparition d'épistaxis de petite abondance avec répétition, qui deviennent de plus en plus abondants jusqu'à un saignement très abondant. Le côté, c'est très important de préciser si c'est un côté uni ou bilatéral. Quand il y a une atteinte bilatérale, on suspecte une atteinte par exemple du cavum qui a envahi les deux fosses nasales. Mais quand c'est une atteinte unilatérale, ça peut être une formation qui est localisée au niveau de la fosse nasale, droite ou bien gauche, ou bien une tache vasculaire qui a fait une ectasie et qui saigne dans un seul côté. La quantité de sang approximativement perdue, ça, on doit approximativement l'évaluer. Comment? En demandant au patient combien il a eu de mouchoirs, combien il a eu de serviettes, est-ce qu'il a utilisé un seau, ou bien si c'est juste quelques gouttes. La durée du saignement, des fois ça dure quelques minutes et ça s'arrête, et des fois ça dure des heures et ça ne s'arrête pas. Là, la quantité et la durée sont très importants pour avoir le retentissement du saignement par rapport à l'état général. Un traitement éventuellement déjà effectué, par exemple, un patient qui procède à un traitement anticoagulant pour une pathologie précise ou bien un anti-agrégant plaquettaire et suite à cela, il a commencé à saigner. Il faut chercher il faut chercher les types de traitements. Et s'il y a par exemple une pathologie, là, par exemple une hypertension, et qu'il y a eu une complication avec une épistaxis, et on a commencé le traitement, il faut le mentionner, il faut demander. La durée de l'épisode hémorragique actuel est très important de savoir cette durée. Précédemment, on a parlé de durée de saignement, mais des fois, il y a des épisodes, et chaque épisode a sa durée qui est variable d'un temps à un autre. Ces antécédents, très importants. La partie essentielle de l'interrogatoire qui peut nous faciliter la tâche si on connaît ces antécédents. Des antécédents hémorragiques, par exemple des épistaxis précédents, comme je viens vous le dire, ou bien une hémorragie d'un autre siège, par exemple une hémorragie intra-abdominale, une hémorragie digestive, une hémorragie cutanée qui n'a pas pu être arrêtée. C'est très important de connaître ça. S'il est hypertendu, la plupart des hypertendus et des cardiopathes ont comme traitement des anti-agrégants plaquettaires. Ces anti-agrégants plaquettaires peuvent favoriser le saignement et même aux anticoagulants. Des antécédents de chirurgie ORL. Par exemple, un patient qui vient pour une formation des fosses nasales qui a été opéré et qui récidive. Le diagnostic de récidive peut se voir avec des déclenchements d'épistaxis. Les signes d'imprégnation éthylique chronique, très important à le connaître parce que l'éthylisme donne des imprégnations, atteintes au niveau du foie. Le foie qui crée plutôt
facteurs de coagulation. Ces facteurs de coagulation qui sont très importants à la phase de coagulation doivent être présents. Lorsque un patient qui présente une insuffisance hépatique a une insuffisance de facteurs de coagulation, donc des troubles de coagulation et des risques d'hémorragie. Alors, les facteurs de risque hémorragique sont les prises médicamenteuses, les antivitamines K, l'exemple du Syntron est très courant, les salicylés, les anti-agrégants plaquettaires, l'héparine à bas poids moléculaire, prise éventuelle d'aspirine, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, des pathologies hématologiques comme des thrombopathies ou bien des thrombopénies qui favorisent l'atteinte de l'hémostase, l'agrégation plaquettaire, l'anémie, l'hémophilie A ou B, l'insuffisance hépatique, comme je viens de vous dire par rapport aux facteurs de coagulation, des antécédents de traitement d'un carcinome des cavités nasales ou des voies aériennes supérieures, comme mentionné auparavant. Une éventuelle récidive n'est pas à exclure. Pour les cas familiaux, il faut rechercher surtout des pathologies familiales, type hémopathie ou bien maladie de Randu-Osler. On va y revenir plus tard. Pour l'examen clinique, c'est surtout l'examen d'une anémie ou bien d'un choc hémorragique. Il faut chercher s'il a une pâleur, une asthénie, une dyspnée, la tachycardie, l'aspect du faciès, si c'est un faciès comme je vous ai dit pâle, avec existence de sueur, de soif, des chiffres tensionnels qui sont bas avec un pouls qui est élevé. Recherchez aussi une hépatomégalie pour une pathologie hépatologique ou bien une splénomégalie associée à une pathologie hématologique. L'examen ORL, il est réalisé en position demi-assise ou assise dans des locaux calmes. Très important parce que certaines pathologies comme les hypertendus, avec l'ambiance qui peut être, surtout au niveau des urgences, qui est peut-être bruyant et qui peut être stressant, peut favoriser et faire persister le saignement au niveau nasal par des pics tensionnels. L'examen des fosses nasales débute par une rhinoscopie antérieure. D'abord, avant tout, il faut demander au patient de se mécher, de se décaillouter le nez, parce que les caillots sanguins rendent difficile la visualisation et favorisent le saignement. On utilise bien sûr un miroir de Clark, c'est un casque qu'on utilise et qui permet de focaliser la lumière au niveau des fosses nasales ou bien au niveau ORL avec un spéculum nasal en s'aidant de l'aspiration chez l'enfant parce que l'enfant, le problème, c'est qu'il ne sait pas se moucher. Donc, si on a besoin d'une aspiration, on s'entraide avec l'aspiration. L'examen permettra aussi de préciser l'importance du saignement et le site anatomique, le lieu du saignement. L'examen oropharyngé, il faut rechercher surtout l'écoulement postérieur parce que des fois, c'est des épistaxis d'origine plus postérieure au niveau du rhinopharynx par exemple et qui fait un jetage postérieur et qui peut donner à confondre avec des hémorragies digestives. D'où l'importance d'examiner le cavum, soit par rhinoscopie postérieure, mais qui est abandonné. Actuellement, on utilise surtout l'endoscopie par les endoscopes rigides ou bien la nasofibroscopie pour explorer la fosse nasale et le cavum. Mais toujours est-il qu'il faut se moucher et bien laver les fosses nasales avant de commencer à faire son examen. Ces examens toujours renouvelés à distance de les épisodes hémorragiques parce que au moment de l'hémorragie, c'est très difficile. Le saignement, l'imprégnation, l'agitation du patient va ne pas nous permettre d'être précis avec exactitude. L'examen loco-régional, la palpation des chaînes cervicales ganglionnaires, surtout à la recherche d'adénopathies. Ces adénopathies, c'est surtout en relation avec des formations tumorales. Par exemple, le cancer du cavum, un des signes révélateurs du cancer du cavum peut être une adénopathie cervicale. L'examen paraclinique, on commence surtout par la biologie pour avoir et surtout connaître l'importance et le retentissement de l'hémorragie et de l'étiologie suspectée. Quand on voit la numération formule sanguine, l'hémoglobine, le taux de plaquettes, l'hématocrite,
Quand on cherche un bilan d'hémostase, le temps de saignement, le temps de quick, le temps de céphaline, kaoline et l'INR, s'il y a un traitement anticoagulant, il y a une action sur ça. Le groupage sanguin avec le résus et recherche d'agglutinine irrégulier, si éventuellement on cherche à faire une transfusion sanguine. Et les autres examens spécialisés sont demandés dans un second temps en fonction de l'orientation diagnostique. Par exemple, c'est possible d'avoir un bilan spécifique par rapport aux facteurs de coagulation ou bien par rapport aux hémopathies ou bien par rapport aux thrombopathies. L'examen radiologique, la radiographie du crâne, à la recherche des fractures de l'os du nez ou bien un traumatisme nasal, ou bien un traumatisme de la face, ces traumatismes favorisent des épistaxis. Un scanner du massif facial, surtout à la recherche d'un traumatisme facial ou bien lorsqu'il y a une suspicion d'une tumeur de la fosse nasale, une IRM de la face, surtout par rapport à une pathologie tumorale au niveau rhinologique, ou bien pour explorer le cavum s'il y a une suspicion de cancer du cavum. Une artériographie de l'arbre carotidien, premièrement à visée diagnostique et secondement à visée thérapeutique. Le visée diagnostique pour localiser l'origine du saignement. Par exemple, une formation fibrome nasopharyngien peut être une localisation au niveau de l'artère sphénopalatine et on a besoin d'une artériographie pour voir la localisation exacte. À visée thérapeutique, si on veut par exemple opérer ce fibrome, on a besoin d'une embolisation après avoir la cartographie de la vascularisation. On essaie de faire une embolisation spécifique. 48 heures après, on essaiera d'opérer si nécessaire. Pour les diagnostics de gravité, on va les classer en deux parties. Épistaxis bénigne et épistaxis de grave ou bien malin. On va dire grave. Les épistaxis bénignes sont les plus fréquents. Un écoulement de sang rouge d'apparition brutale. Donc, ce n'est pas récurrent. Une extériorisation surtout antérieure parce que la plupart du temps, les épistaxis bénignes se déclenchent au niveau de la tache vasculaire. Elle est unilatérale au début. Elle cède rapidement, soit spontanément, soit par une compression. L'état général du patient est conservé et comme je vous ai dit, l'origine la plupart du temps est la tache vasculaire. Pour l'épistaxis grave, dans 10% des cas, c'est des épistaxis qui sont graves par leur abondance ou bien par leur répétition. Des fois, le saignement à répétition a un plus grand retentissement que le saignement par une grande abondance. Par son abondance, il faut voir l'hémorragie, il faut quantifier, comme je vous ai dit, l'hémorragie, la bilatéralisation avec extériorisation antérieure et postérieure. Ça veut dire que les fosses nasales, vous voyez du sang, mais aussi à travers la bouche, avec des crachats hématiques. L'état général du patient va être altéré avec un faciès pâle, pouls rapide et faible, une tension artérielle qui est plus basse, avec des signes de marbreur des extrémités. C'est des signes de choc hypovolémique qui nous donnent un signal urgent pour sa prise en charge. Par sa répétition, elle apparaît comme des épistaxis bénignes, mais sa persistance sous forme d'écoulements postérieurs qui sont déglutis, ou bien c'est des épisodes qui sont répétés dans le temps. D'où l'importance d'examiner et d'où l'importance de ne pas omettre l'importance d'une épistaxis, même si c'est le premier épisode décrit. Il faut chercher, il faut chercher et il faut chercher. Le diagnostic différentiel, il faut avant tout, comme je vous ai dit auparavant, éliminer une hémorragie de l'oropharynx ou de l'hypopharynx. Rarement, c'est des corps étrangers. Les corps étrangers qui donnent le saignement, c'est des sangsues. C'est des sangsues qu'on retrouve au niveau des os stagnants. On les retrouve surtout dans les régions de Relizane et de Thiers. Et c'est des sangsues qui s'accrochent, on va dire, dans un endroit où c'est riche en sang, en vascularisation. L'oropharynx, le rhinopharynx sont très riches en sang. Elles se gorgent de sang, puis elles explosent. Cette explosion donne des épistaxis. Une hémorragie digestive haute ou bien une hémoptysie. À la différence, l'hémorragie digestive haute provient d'un après-vomissement et l'hémoptysie, c'est une vomite après quinte de toux. Pour le diagnostic étiologique,
On a regroupé les épistaxis en trois grands volets. L'étiologie générale, l'étiologie locale et l'épistaxis essentielle. Pour l'étiologie générale, on a divisé en trois aussi. L'hypertension artérielle, les maladies hémorragiques et les maladies vasculaires. Pour les maladies hémorragiques, c'est surtout la perturbation de l'hémostase primaire, comme des capillarites, comme le purpura rhumatoïde, le purpura immunoallergique et infectieux, le typhoïde, scarlatine ou purpura fulminante, la thrombopénie ou bien la thrombopathie constitutionnelle, comme la thromblastémie de Glanzmann ou bien la maladie de Willebrand. La thrombasténie de Glanzmann, c'est une anomalie quantitative ou qualitative de l'intégrine de alpha A2B bêta 3. Ça permet de faire le lien entre deux plaquettes. Cette interligne, quand elle est insuffisante ou bien inexistante, l'agrégation plaquettaire disparaît. La maladie de Van Willebrand, vous la connaissez, c'est le facteur de Van Willebrand qui n'existe pas. Les thrombopénies médicamenteuses peuvent être dues à soit un antiagrégant, comme l'aspirine ou la INS, ou bien acquis par insuffisance rénale ou bien hémopathie. N'oubliez jamais que le rein participe au développement de la lignée hématologique. Ne l'oubliez jamais. La perturbation de l'hémostase secondaire, soit congénitale ou bien acquis par anticoagulant, chimiothérapie, parce que la chimiothérapie fragilise l'hémostase secondaire et fait une diminution des facteurs de coagulation. L'insuffisance hépatique, la coagulation intraveineuse vasculaire disséminée, ça se trouve surtout après une hémorragie d'une autre origine, ça peut déclencher une hémorragie épistaxis et ça peut diminuer les facteurs d'hémostase. Et la fibrinolyse. Les maladies vasculaires, comme la maladie de Rondu-Osler. C'est une angiomatose hémorragique familiale autosomique dominante à expression variable. Ils peuvent se montrer comme de petits vaisseaux qui s'apparaissent au niveau des fosses nasales, au niveau oropharyngé et même au niveau pulmonaire. L'explosion de ces petits vaisseaux donne des épistaxis qui peuvent être très importants. Une rupture d'anévrisme de carotide intracaverneux. La carotide intracaverneux, c'est la carotide qui est intracrânien dans le sinus caverneux. Ce sinus caverneux, c'est une conjoncture veineuse qui se trouve au niveau de la base du crâne où passe la carotide interne en son milieu. Dans ce cas, il y a des anévrismes de carotide interne qui peuvent exploser et faire des épistaxis à travers le cavum, parce que le cavum est presque en contact direct avec la base du crâne et le sinus caverneux. Une petite image pour les télangiectasies labiales et buccales, ces petits vaisseaux que je vous ai dit, dont je vous ai parlé dans la maladie de Rondu-Osler. Ces télangiectasies peuvent exploser et saigner, et d'où l'importance de voir et de chercher ces maladies. Alors, pour les étiologies locales, on a une cause infectieuse ou inflammatoire, les causes traumatiques et les causes tumorales. Pour les causes infectieuses, les rhinosinusites aiguës. Souvent méconnues, une rhinosinusit aiguë peut donner des épistaxis. Les épistaxis sont d'origine sinusienne et donnent un saignement associé à des sécrétions purulentes. Un traumatisme qui est fréquent, par exemple un corps étranger intranasal, surtout chez les enfants, peut provoquer des épistaxis. Une perforation septale suite à une bagarre ou bien autre chose peut donner des épistaxis. Un traumatisme post-opératoire, par exemple une chirurgie rhinosinusienne, par exemple une turbinectomie, une septoplastie, une rhinoplastie, une polypectomie, une méatotomie, une ethmoïdectomie, tout ça peuvent donner des hémorragies. Une intubation nasale, des fois les indications opératoires nécessitent une intubation nasotrachéale. Ces intubations peuvent provoquer des épistaxis. Un traumatisme accidentel, avec ou sans fracture nasale, et les fractures du terme moyen de la face. On peut avoir une atteinte du sinus frontal. Ce sinus frontal qui est drainé au niveau nasal peut donner des hémorragies.
Les causes tumorales sont surtout la présence de signes associés, obstruction nasale chronique, déficit des pertes de nerfs crâniens, par exemple par rapport aux tumeurs du cavum, les otites externes, aussi otites séromuqueuses et aux exophthalmies s'il y a une extension au niveau orbitaire. Les tumeurs qui peuvent être bénignes sont le fibrome nasopharyngien. C'est un fibrome qui se voit chez l'adolescent garçon et l'angiome de la cloison se voit surtout chez la femme durant sa grossesse. Pour les tumeurs malignes, c'est les cancers rhinocygien en général, les cancers du cavum et les cancers de l'ethmoïde. Le cancer de l'ethmoïde se voit surtout chez les menuisiers. Et en fin de compte, l'épistaxis essentielle, c'est des épistaxis courants de tous les jours, de petite abondance, dus à l'ectasie de la tache vasculaire. Les facteurs favorisants sont à rechercher, par exemple un grattage, une exposition solaire. L'exposition solaire va faire un assèchement de la muqueuse. L'assèchement de la muqueuse avec le frottement fragilise le vaisseau au niveau nasal et provoque un saignement. Les phénomènes vasomoteurs qui sont présents au niveau des fosses nasales, des fois, peuvent favoriser un saignement durant ce laps de temps. Les facteurs endocriniens, les épistaxis pubertaires, prémenstruelles, de la grossesse et des fois même des épistaxis dus à une prise médicamenteuse hormonale. Ça favorise l'ectasie des vaisseaux et un saignement. L'athérosclérose aussi peut être un facteur de saignement au niveau nasal. Pour le traitement a pour but de stabiliser l'état hémorragique du patient, si nécessaire, une transfusion oxygénée, de taire l'hémorragie, traitement primaire, d'éviter sa reproduction, traitement secondaire, et rechercher l'étiologie dans un deuxième temps. Alors, les méthodes thérapeutiques. On commence par la base. Une compression bidigitale. Elle consiste à comprimer les ailes du nez durant 10 minutes. Ceci n'est pas on va dire, recommandé chez tout le monde et qu'il devrait être recommandé. On reçoit beaucoup de consultations avec des médecins qui leur ont dit levez la tête, baissez la tête, mettez, on va dire, des produits, des huiles, du vinaigre, alors que non. Le premier geste à faire, c'est la compression bidigitale. Après cette compression bidigitale de 10 minutes, s'il y a arrêt du saignement, ok, s'il n'y a pas arrêt du saignement, le patient doit être orienté directement au niveau des urgences et pour être pris en charge par les méthodes suivantes. Alors, le tamponnement vestibulaire, c'est surtout la mise en place de matériel à base d'alginate de calcium ou bien résorbable comme le Surgicel. C'est juste pour ces produits sont là pour favoriser l'hémostase au niveau local. La cautérisation chimique, elle permet de scléroser une capillaire à l'aide d'une boule de nitrate d'argent. C'est ou bien d'une solution d'acide chromique ou bien trichloroacétique. Cette méthode doit être pratiquée en dehors de toute période hémorragique pour un résultat optimal, parce que le saignement ne permet pas l'action de produits chimiques au niveau local. L'électrocoagulation à la pince bipolaire, elle est réalisée avec l'aide de l'optique 0 ou 30 degrés et réalisée sous anesthésie locale après avoir effectué la xylocaïne nafazolinée. Elle permet d'avoir une anesthésie et une vasoconstriction. Et après ça, on essaie de faire une cautérisation à l'électrocoagulation bipolaire au niveau des vaisseaux qui sont ectasiés et qui saignent. Le tamponnement antérieur est réalisé par la pratique suivante. Le malade doit être assis. Je vais vous montrer normalement. Voilà. Le malade doit être assis. Un mouchage énergétique pour évacuer les cailloux. Le lavage qui est très important. Pas de cailloux au niveau nasal. Avec un sérum physiologique de froid, ça permet d'avoir une vasoconstriction. Pulvériser ou bien mécher avec de l'anesthésie locale, la xylocaïne à 5% ou bien de la xylocaïne nafazolinée, sauf chez l'enfant parce que c'est déconseillé par rapport à un risque de déglutition et des risques de fausse route. Ensuite,
L'introduction à la lettre de pince, comme je vous ai montré ici, on commence à introduire la mèche au niveau de la fosse nasale et on essaie de la tasser au niveau bilatéral pour avoir une compression qui permettra d'arrêter le saignement. Alors, la contention de l'extrémité antérieure du tampon par un ruban adhésif de l'orifice narinaire pour qu'il ne puisse pas bouger. Le tamponnement reste 24-48 heures avec correction des facteurs favorisants. L'antibiotique n'est pas nécessaire, mais comme chez nous, il y a toujours un contexte infectieux qui peut être associé, donc il est recommandé. On préfère recommander. On peut utiliser aussi des mèches grasses pour comme tampon ou bien des mèches hémostatiques ou bien des mèches résorbables. Les mèches grasses, c'est le Mérocel, comme ici, comme vous voyez chez la dame. C'est un produit qui, au contact de l'eau ou bien d'un liquide, va augmenter de volume rapidement. Ça facilitera la compression et ça permettra de moins traumatiser le patient. Comme vous voyez ici, au niveau de notre schéma, au niveau A, c'est une mèche grasse. C'est dû avec, par exemple, du tulle gras. Au niveau B, le Mérocel, comme je vous ai dit, c'est un produit qui va augmenter au contact du liquide. Les mèches contenant de l'alginate, c'est au niveau, comme vous voyez, au niveau C. L'action mécanique locale de l'alginate permet une vasoconstriction et l'arrêt du saignement. Et des sondes à ballonner. On a des sondes à monoballonner et un sonde à deux ballonnés. Ça permettra une compression au niveau du cavum et au niveau du nasopharynx, de la cavité nasale, pardon. Ensuite, comme je vous ai montré, c'est la mise en place d'un ballonnet hémostatique. Le ballonnet simple, c'est le ballonnet c'est la sonde avec un seul ballonnet. Déjà, on introduit dégonflé. Ensuite, en suivant le plancher nasal, puis on va injecter du sérum physiologique. Pourquoi? C'est pour mesurer la quantité mesurée, pour savoir le volume qui va être pris. Cette pression va permettre de comprimer la région locale et de réduire le saignement. Mais il faut noter qu'il faut dégonfler le ballonnet tous les 6 à 8 heures. Sinon, ça va provoquer une nécrose locale. Une sonde à double ballonnet, c'est pour un tamponnement antéro-postérieur. Ce tamponnement permet d'avoir une compression au niveau des fosses nasales et au niveau du cavum. Ça va nous permettre de réduire le saignement chez le patient et ça va nous favoriser l'hémostase. Et de la même manière, on va essayer d'injecter le sérum salé pour avoir la mesure exacte. Voici le schéma montrant la sonde à double ballonnet. Comme vous voyez, c'est au niveau du cavum, pardon, c'est au niveau du cavum ici et au niveau de la fosse nasale. La cryothérapie, ça peut donner un résultat par une vasoconstriction, la coagulation de l'artère sphénopalatine par voie endoscopique. Comme vous voyez, on part par l'endoscope, on va jusqu'à l'artère sphénopalatine et on fait une coagulation, soit par des clampes, soit par une ligature, soit par une cautérisation. Tout dépend des moyens qu'on a. La ligature artérielle, elle est indiquée le plus souvent après achève de l'embolisation, par exemple une formation comme les fibromes nasopharyngées. On peut faire la ligature des artères ethmoïdales, toujours par voie endoscopique, par des clips. L'artère sphénopalatine, de la même manière. L'artère maxillaire interne, comme je vous ai dit, c'est l'artère terminale, la branche terminale de l'artère carotide externe. Elle franchit la fosse infratemporale qui est en arrière du sinus maxillaire et qui sort par le trou sphénopalatin. Donc, des fois, on n'arrive pas à clamper l'artère sphénopalatine, on va vers l'artère maxillaire interne. Ou bien, au pire, la carotide externe s'il y a un gros problème. L'angiographie et l'embolisation, elle est réalisée sous anesthésie locale avec la leptanalgésie. C'est une analgésie qui nous permet de faire une exploration et une cartographie artérielle. Elle permet une opacification de l'ensemble du système carotidien externe et interne et faire une embolisation sélective.
soit de l'artère faciale, si c'est de l'artère de la sous-cloison, soit l'artère maxillaire, par des microparticules qui seront résorbables, qui peuvent persister juste durant 48 heures et, et qui disparaissent après ces 48 heures. Il faut jamais, jamais emboliser un carotide interne parce que il risque de faire un AVC, tout simplement. Les hémostatiques locaux, ils ne s'appliquent qu'aux épistaxis de faible abondance, aux tarifs après le méchage, à la xylocaïne afasolinée. On peut utiliser l'oxygéné, ça permet de faire une hémostase, la thrombase, la proute d'adrénalone, appliquée au niveau d'une mèche résorbable. L'hémostase générale, surtout quand il y a une cause générale, en l'absence de manifestation, de perturbation de manifeste de l'hémostase, le traitement général facilitant la coagulation. Adrénoxine, la dicinone, surtout ce qu'on a, la reptilase et la primarin. Les corticothérapies intraveineuses accroissent le nombre d'hématies parce que ça agit au niveau rénal et accroît aussi au niveau les nombres de plaquettes et la résistance capillaire. La vitamine C et P ont un rôle protecteur les capillaires. C'est comme le manque de vitamine C peut provoquer des hémorragies, comme l'exemple du scorbut. Le scorbut provoquait beaucoup d'hémorragie et c'est aussi peut-être en cause d'épistaxis. Et la vitamine K lors des insuffisances hépatiques ou bien des cirrhoses. Voici un organigramme de la décision thérapeutique qu'on pourra avoir en fonction de la gravité des épistaxis. Les épistaxis bénignes, on commence par une compression bidigitale. Une cautérisation chimique ou électrocoagulation peut suffire. S'il n'y a pas de récidive, on va faire une surveillance. Si ça récidive, on va faire un tamponnement antérieur. Quand c'est un épistaxis moyen ou grave, on va pas faire de compression digitale ou bien une cautérisation, on va passer directement au tamponnement antérieur. S'il n'y a pas de récidive, on va juste faire une surveillance. S'il y a une récidive, on va chercher à faire la coagulation de l'artère sphénopalatine. Comme c'est la principale artère qui vascularise les fosses nasales, on va faire la coagulation. Ou bien une sonde à double ballonnet pour comprimer encore plus. S'il n'y a pas de récidive, toujours on surveille. S'il y a une récidive, là, on fait une angiographie avec une embolisation sélective. Si ça récidive, on va chercher à faire des ligatures. Commencer par les ligatures d'artère ethmoïdale, l'artère sphénopalatin, l'artère maxillaire, et à la fin, si ça persiste toujours, l'artère carotide externe. S'il n'y a pas de récidive, on va surveiller et chercher l'étiologie. Voilà pour tout le cours. J'espère que vous avez compris. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions en commentaire. Et je vous dis à bientôt.